Du coup, concrètement, une fois ça veut dire quoi se lancer dans une démarche de territoire énergie positive? C'est d'abord faire un état des lieux des gisements, parce qu'il faut regarder où on peut économiser de l'énergie et quelles sont les énergies qu'on a disponibles sur le territoire pour produire des énergies renouvelables, de l'éolien, du solaire, de l'hydraulique, etc. Ça va dépendre des ressources disponibles sur un territoire. Donc ça, c'est une première étape, c'est de faire un état des lieux. Les gisements d'économie d'énergie peuvent être à la fois sur le patrimoine public, on va en parler juste après, ou sur le patrimoine privé. Donc ça va être les bâtiments des entreprises, les logements, les déplacements, etc. Ensuite, il faut définir des objectifs partagés. Ce qui est intéressant dans ces démarches, c'est justement cette dimension partagée. C'est la vision d'un territoire qui se réapproprie les questions énergétiques qui étaient jusqu'à présent plutôt réservées à l'échelon national ou international. Et donc là, c'est vraiment, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire localement et quelles ressources on a disponibles. Et du coup, quelles sont nos capacités d'action. Donc il existe des petits outils, méthodos qui permettent de faire ça. Par exemple, en haut à droite, là, vous avez Destination TEPOS. C'est une méthode qui permet de mettre à plat de manière un peu générique à partir du scénario national porté par l'association Negawatt. Donc, le scénario Negawatt, d'où est tiré le triptyque sobriété, efficacité et renouvelable, qui va permettre d'identifier sur un territoire quelles sont les consommations énergétiques par secteur d'activité et quels sont les leviers d'action. L'enjeu, c'est décider, d'échanger ensemble sur quel levier d'action il est plus pertinent d'activer sur un territoire donné, donc en matière d'économie d'énergie et ensuite en matière de renouvelables. Une fois qu'on s'est fixé un objectif, est-ce qu'on est en capacité ou pas sur mon territoire de faire croiser les courbes de production d'énergie renouvelable et de consommation d'énergie, ce qui nous permet d'arriver à ce niveau de ce qu'on appelle l'autonomie énergétique. On peut se dire, je peux ou je peux pas. Il y a des territoires qui sont très industriels, qui n'arriveront pas au vu de leur consommation d'énergie, ou des territoires très urbains qui n'arriveront pas à faire croiser ces courbes. Donc après, on peut se poser la question, quelles sont les relations avec mes territoires voisins pour créer des synergies sur ces enjeux d'énergie. S'approprier ces questions-là, ça suppose de monter en compétences. Donc sur les territoires, c'est soit de créer de nouveaux postes, il y a un besoin d'ingénierie relativement important et de trouver un moyen de les financer. Il existe pas mal de dispositifs d'accompagnement pour faire financer de l'ingénierie dans le cadre de projets, notamment tournés par exemple vers l'ADEME. Mais ça peut être aussi, on a déjà des équipes en place, mais il s'agit de les faire monter en compétences, soit au niveau vraiment décisionnel, donc soit les élus eux-mêmes ou les directeurs généraux des collectivités ou les chargés de mission qui vont se former sur ces nouveaux enjeux et adapter leurs pratiques. Il s'agit aussi de structurer un programme d'action, les mettre en œuvre et les évaluer. Donc aujourd'hui, il y a des obligations dans le cadre des plans climat, air, énergie territoriaux, mais là, on est sur des groupements intercommunaux, des intercommunalités qui sont de plus de 20 000 habitants. Pour les communes plus petites ou les intercommunalités plus petites, il n'y a pas d'obligation réglementaire. Néanmoins, il existe des dispositifs qui nous aident à définir un programme d'action, le mettre en œuvre et le suivre, l'évaluer. Donc c'est ce que je vous ai mis en bas, climat pratique par exemple. Et à chaque fois, ça permet de se situer sur notre niveau d'ambition et de prioriser les actions au fur et à mesure. Ou Citergy, c'est un dispositif promu par l'ADEME qui est là plutôt destiné aux villes. Voilà des exemples d'actions. Là, c'est le cadre général. On se fixe une ambition, un cadre, un programme d'action. Et ensuite, je vais laisser la parole aux autres intervenants qui vont préciser exactement quels sont les leviers d'action qu'on peut activer, soit sur le patrimoine, soit sur la production d'énergie renouvelable. Je vous laisse la main. Bonsoir à tous. Désolée pour
pour ce petit contretemps, la technologie nous joue toujours des tours, et donc ce soir ne fait pas exception. Alors, en ce qui me concerne, je vais vous parler, donc je vais réaliser sur la consommation des collectivités. Donc dans un premier temps, avant d'aller dans le détail rapide, on va dire, des actions de sobriété, d'efficacité et de consommation de NR des collectivités, juste en quelques chiffres pour replacer dans un contexte un peu plus large. On peut considérer qu'il y a 3 grands postes de consommation donc pour une collectivité. Donc 3 grands postes, le bâtiment, l'éclairage public et donc le carburant des véhicules. Et en ce qui concerne le bâtiment, cela représente 76% de la consommation d'un certain type de communes, certes les métropoles, mais voilà, ce chiffre est quand même assez parlant, c'est pourquoi je tenais à le mentionner ce soir. Toujours pour rester sur les chiffres, on considère qu'en 2012, donc la consommation totale du patrimoine géré directement par les communes est estimée donc à un peu moins de 30 TWh d'énergie, ce qui est considérable. Donc voilà, tout ça, donc ces chiffres pour rappeler à quel point les communes, de par leur consommation, représentent vraiment, ont vraiment un levier d'action pour accélérer la transition énergétique en France. Donc pour revenir sur le premier point de cette partie sur les collectivités premier de cordée, donc le moins consommé. Et donc, dans cette partie, je vais revenir très rapidement sur ce qu'a dit Charlotte tout à l'heure, à savoir 2 piliers du triptyque négawatt, donc la sobriété et l'efficacité. La sobriété, donc, étant, comme on l'a vu, prioriser les besoins énergétiques, tandis que l'efficacité va être de réduire la quantité d'énergie nécessaire pour satisfaire à ces besoins. Voilà, bien pour rappeler que ce sont 2 termes différents. Et donc, comment une collectivité va pouvoir être guidée et conseillée pour mener à bien des mesures voilà, de réduction de sa consommation. Un outil très efficace existe qui s'appelle le Conseil en énergie partagée, qui est piloté, c'est un réseau de professionnels national piloté une fois, ici encore par l'ADEME, qui en fait, l'idée est vraiment d'offrir un service aux petites collectivités qui n'ont pas les moyens d'avoir une personne dédiée en leur sein, dédiée donc au conseil en réduction de consommation, et donc de mutualiser un expert pour plusieurs communes. Un exemple très concret, c'est donc à Nancy, c'est l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui porte oui, tout à fait, qui porte le Conseil en énergie partagée, donc le CEP, et qui permet aux communes du territoire autour de Nancy, donc territoire de moins de 10 000 habitants, de bénéficier des conseils et de l'accompagnement d'un technicien spécialisé. Les résultats sont assez parlants puisque pour ce qui concerne toujours Nancy, on considère qu'en 2018, la consommation de l'équivalent de 250 foyers lorrains a pu être économisée. De même pour Montpellier, ce n'était pas forcément dans le cadre spécifique d'une initiative, d'un conseil en énergie partagée, mais en tout cas la ville de Montpellier a vraiment poursuivi depuis presque 30 ans une politique active donc, pour réduire les consommations d'énergie, et donc ces actions diverses ont permis de diviser par 2 la facture énergétique. Donc ça, c'était très rapidement donc, sur la partie moins consommée. Ensuite, un autre levier d'action pour la commune va être ça va être de mieux consommer. Par mieux, j'entends consommer donc, des énergies 100% renouvelables. En fait, effectivement, les collectivités, ici encore, ont vraiment un rôle central à jouer, puisqu'elles peuvent choisir de gérer en propre leur achat d'énergie par ce qu'on appelle donc la commande publique, et donc elles peuvent organiser des appels d'offres avec des critères très,
spécifiques et ambitieux pour choisir une fourniture d'énergie 100% verte. Donc, je vais surtout me parler de l'électricité, mais ça vaut aussi pour le biogaz. Donc, toujours pour rester sur des exemples concrets, 2 exemples un peu plus diversifiés que tout à l'heure, puisque là, c'est l'exemple de Lille, qui est une ville d'à peu près 200 000 habitants, et Mutterscholz en Alsace, qui est beaucoup plus petite, puisque c'est une commune de 5 000 habitants. 2 villes donc de grosseur bien différentes, mais qui ont toutes les deux vraiment conduit une politique de consommation très vertueuse. Lille ayant depuis 2013 fait le choix en ce qui concerne par exemple l'éclairage public, donc un des 3 postes de dépenses des communes en matière de consommation d'énergie, comme on l'a dit, de consommer une électricité 100% renouvelable pour son parc d'éclairage public. De même pour Mutterscholz, donc, qui plus récemment, en 2017, donc, a fait le choix d'approvisionner pour sa part l'intégralité de ses compteurs en électricité, de ses compteurs en électricité 100% renouvelable. Donc voilà, deux exemples. Alors, un autre levier, parce que là on a vu donc le moins consommé et le mieux consommé, un autre levier très important est la production, mais je vais laisser plus tard Justine de Énergie Partagée parler de l'implication des collectivités dans des projets de production d'ENR. Mais voilà, ça c'est pour un tout petit peu plus tard. Je vais rester encore un peu avec vous pour vous parler très rapidement des différentes offres vertes, puisque ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est donc qu'une commune peut faire le choix de consommer, de se diriger vers des offres d'électricité verte. Et en fait, il était important de revenir très rapidement sur la vigilance à avoir quant au marché des offres vertes, puisque il y a une diversité, il y a vraiment différentes offres vertes sur le marché. Et donc, j'oublie bien, d'offres vertes, c'est même pas entre les offres standards et les offres vertes, c'est vraiment même au sein des offres qui sont qualifiées de vertes sur le marché. Ces offres recouvrent des réalités très différentes, puisque, sans rentrer dans le détail aujourd'hui, un fournisseur peut qualifier une offre verte à partir du moment où il accole une garantie d'origine qui est un certificat électronique à de l'électricité d'origine nucléaire, et légalement il peut qualifier cette offre verte. Et donc l'électricité nucléaire étant très compétitive en France, lui permet de proposer des offres vertes à un prix très compétitif, mais qui n'a aucune plus-value pour la transition énergétique en France, d'où l'importance pour les communes voulant utiliser le levier de la commande publique et organiser des appels d'offres pour s'alimenter en électricité verte, de vraiment faire la différence entre les différentes offres vertes. Un indicateur pour les différencier, très simple, étant de se diriger vers un fournisseur d'électricité qui propose des offres accolant en fait l'achat de garantie d'origine, ce que je disais tout à l'heure, à l'achat de l'électricité, des mégawattheures en propre, auprès de producteurs en contrat direct, permettant l'ADEME ayant qualifié ce genre d'offres premium comparées aux autres offres qui pourraient être qualifiées d'offres standards. Si on voulait faire une différence entre les différentes offres vertes, faire une différence plus schématique. Donc voilà, c'était le dernier point pour revenir sur et apporter des précisions sur ces différentes offres vertes qui existent sur le marché. C'était très rapide, mais c'est vrai qu'on a un timing à respecter. Donc évidemment, vous pourrez revenir sur les différents points que j'ai évoqués rapidement plus tard lors des questions. Et donc j'ai ajouté aussi à la présentation quelques études qui pourront, assez synthétiques et claires, qui pourront vous aider à approfondir les points qui ont été abordés tout de suite. Merci beaucoup Eugénie. Du coup, je pense qu'on peut passer la parole à Justine pour la partie 2. Merci beaucoup Aliette. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être parmi nous pour ce webinaire. Donc moi, je vais
parler de comment les collectivités peuvent agir pour pouvoir développer et maîtriser les énergies renouvelables sur leur territoire. Avant de commencer ma présentation, juste quelques mots sur énergie partagée. Nous ne sommes pas les conseillers en énergie partagée qu'a mentionné Eugénie tout à l'heure. Énergie partagée est un réseau national qui accompagne, outille les acteurs locaux pour qu'ils puissent garder la maîtrise et décider de la manière dont ils souhaitent développer les énergies renouvelables sur leur territoire. Donc, on est un réseau national avec un maillage régional, puisqu'il y a 10 réseaux régionaux pour pouvoir accompagner de manière plus approfondie et plus proche les collectivités, les groupes de citoyens et les agriculteurs. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Donc, d'abord, un contexte particulier dans les énergies renouvelables, à la fois en tant que, pour les municipalités, les communes rurales, mais aussi les métropoles, ça peut paraître assez compliqué en fait de garder la main sur les énergies renouvelables, notamment parce que il y a des enjeux de rentabilité et avec un écosystème autour des énergies renouvelables très privé, avec des opérateurs privés qui sont bien implantés sur ce marché-là, évidemment. Et donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir travailler à des partenariats. Et on voit très bien que la réalité est parfois compliquée, notamment pour des communes rurales qui peuvent faire face à des opérateurs privés qui souhaitent développer dans leur plan les énergies renouvelables. Donc, un contexte particulier aussi, puisque la loi de transition énergétique de 2015 autorise les collectivités territoriales à aller plus loin que de la planification, puisque la loi de transition énergétique autorise les collectivités territoriales à investir dans les sociétés de production d'énergie renouvelable. Donc, ça a été pour le coup un levier très important et ça reste un levier très important. Je reviendrai dessus après. Donc, voilà, on est sur un marché très concurrentiel et en même temps, l'État qui donne la possibilité aux collectivités d'investir dans les sociétés locales de production d'énergie renouvelable. Donc, on voit bien qu'il y a des opportunités aussi pour les collectivités à s'engager dans les énergies renouvelables. Avec la loi NOTRe aussi, il y a eu la revue des différentes compétences, notamment dans la transition énergétique, un rôle plus important pour les intercommunalités. Donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte que les équipes municipales et des intercommunalités puissent monter en compétences pour pouvoir mieux agir sur les énergies renouvelables. Et puis, il y a un enjeu de complémentarité entre les échelons territoriaux, depuis la région jusqu'à la commune. Enfin, on a des outils de planification où les communes de plus de 20 000 habitants avaient l'obligation de mettre en place des PSAET, communes et intercommunalités. Et il faut aussi s'appuyer sur cette planification, notamment les PSAET, pour pouvoir faire évoluer aussi les programmes des municipales. Voilà, on peut continuer. Donc, quelle valeur ajoutée? Donc, à Énergie Partagée, nous, on accompagne des projets qui sont très particuliers et on souhaite que ce soit généralisé, c'est-à-dire que le portage doit être géré localement par des collectivités, groupes de citoyens, agriculteurs. Donc, il y a plusieurs valeurs ajoutées à ces énergies renouvelables publiques et citoyennes. D'une part, agir et travailler sur cette solidarité entre le milieu rural et urbain, notamment par la mobilisation de l'épargne des citoyens. Les énergies renouvelables se situent quand même principalement dans le milieu rural et donc on a besoin en même temps d'une manne d'épargne citoyenne qui peut aller quand même plus loin que la commune rurale. Donc ça, c'est vraiment important pour nous d'agir sur cette solidarité entre territoires ruraux et territoires urbains.
La participation au financement, l'idée c'est de pouvoir donner du sens aussi à son épargne et à l'argent public et d'agir sur ce qu'on appelle le circuit court financier. Donc lier le circuit court financier au circuit court de l'énergie, comme on peut avoir dans d'autres domaines de notre société, l'éducation, l'alimentation. On termine une étude au sein d'Énergie Partagée qui va présenter les retombées économiques locales de ces projets. Et les résultats sont clairs. Il y a des retombées économiques locales dès lors que le développement des énergies renouvelables est maîtrisé et porté par les acteurs locaux. Parce qu'il y a une mobilisation de l'épargne citoyenne, mais aussi parce qu'on fait des énergies renouvelables un vrai projet de territoire et qui, par la production d'énergie, permet des bénéfices qui sont valorisés pour d'autres projets d'énergie renouvelable, des projets de réduction de la consommation d'énergie. Donc, l'idée, c'est effectivement de lier, comme l'a présenté Charlotte et aussi Eugénie, le lien entre renouvelable, réduction de la consommation d'énergie, donc le triptyque de négawatts. Je terminerai aussi par le fait que le développement des énergies renouvelables participe à maintenir l'emploi sur les territoires, à développer des compétences sur les territoires, valoriser des sociétés locales dans la maintenance, des bureaux d'études locaux. Donc, on est bien, et ça c'est notre objectif premier, faire en sorte que les énergies renouvelables servent le développement économique et social des territoires. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, comment se doter d'une politique municipale dans les énergies renouvelables? Donc, il y a plusieurs manières de faire, qui ne sont pas exclusives évidemment. D'abord, se doter d'un objectif. Alors, soit c'est déjà dans le PSAET, soit pour des communes plus petites, ce n'est pas le cas. Se doter d'un objectif sur le long terme, au-delà aussi du calendrier électoral. Donc là, je donnais un exemple. Par exemple, la mairie de Paris s'est donné un objectif de 100% d'énergie renouvelable en 2050, dont 20% issus d'une production locale. Ça donne un objectif et derrière, qu'est-ce qu'on met en place? Quels sont les moyens qu'on met en place pour atteindre cet objectif? Un deuxième sous-objectif, je dirais, qui est pour nous très important, c'est de pouvoir déterminer la part d'énergie renouvelable qui est portée et maîtrisée par les acteurs locaux. Donc, à Énergie Partagée, on porte un objectif qui est 15% d'énergie renouvelable sur les territoires doivent être maîtrisés par les acteurs locaux d'ici 2030, donc à différentes échelles. C'est un objectif que l'on porte, mais après, en fonction des communes, des territoires, ça peut être moins, ça peut être plus. Ça, c'est la partie objectif. Une des choses qui est importante de faire, qui est la base, c'est de pouvoir clarifier le gisement que l'on a sur son territoire et le valoriser. Donc, la valorisation avant tout du patrimoine de la commune, du patrimoine foncier et bâti, en prévoyant une maîtrise des projets par les citoyens et les collectivités. Avec aussi cet enjeu de travailler sur des partenariats avec les industriels, les opérateurs privés. Donc, on a le cas, par exemple, de la métropole de Saint-Étienne qui a lancé récemment un appel à manifestation d'intérêt pour solariser l'ensemble de son patrimoine immobilier avec un lot dédié à l'investissement, à favoriser l'investissement des citoyens de Saint-Étienne pour faire en sorte qu'une partie de la solarisation appartienne à la métropole et à ses citoyens. Il y a d'autres choses que peuvent faire les municipalités. Le soutien aux initiatives locales, ça peut passer par des avances remboursables, des garanties d'emprunt. Ça peut aussi passer par de la subvention, du soutien aux initiatives citoyennes sans forcément qu'il y ait un portage public des projets d'énergie renouvelable hors compétences énergie. C'est aussi possible via la partie économie sociale et solidaire notamment.
Avant-dernière slide, tu peux passer. Je voulais faire rapidement un zoom sur la commune qui peut investir. Alors, je sais que voilà, c'est compliqué parce qu'on a des communes qui ont peu de dotation et qui ont un budget assez restreint. Mais il est possible, en fait, pour une commune, en fonction de sa taille, de pouvoir prendre des parts dans un projet d'énergie renouvelable. Ça peut être au départ à hauteur de 100, 200, 1000, 2000 euros. On a le cas de communes rurales qui vont prendre des participations à hauteur de 2000 euros. Donc, c'est une participation financière importante, symbolique, mais qui permet aussi à la commune de participer à la vie du projet, aux décisions du projet, depuis le début, le développement du projet jusqu'à son exploitation, jusqu'à la partie exploitation et qui dure en fonction des filières 20, 30 ans. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. La métropole de Grenoble, qui a été une des premières collectivités à investir dans l'énergie solidaire, qui est une société qui développe les énergies, le photovoltaïque sur la métropole de Grenoble. Donc c'est une des premières collectivités depuis la loi de transition énergétique en 2015. On a aussi la mairie d'Avessac qui a pris des participations dans un parc éolien. Alors, ce n'est pas en Bretagne, c'est Pays de la Loire. Donc, désolée de cette erreur. On a voilà, des dizaines de communes et aussi d'intercommunalités qui investissent directement dans les projets d'énergie renouvelable. Et un dernier exemple avec la métropole d'Angers et la commune de Poncé qui ont été vraiment à l'initiative d'un projet de parc au sol. Ah. Et encore, c'est bon en ligne? Bon, ça va, vous m'entendez? C'est bon? Ok. Et voilà, donc il faut savoir que pour les communes, il est possible de pouvoir investir dans un projet d'énergie renouvelable. Il faut savoir aussi qu'il y a eu une évolution, enfin une précision dans la loi énergie-climat qui vient d'être promulguée. C'est l'article 42 où en fait l'article 42 encadre la participation des collectivités en compte courant d'associés. Je vais aller rapidement parce que sinon je vais vous perdre. Mais en tout cas, c'est des conditions qui sont un peu restrictives, donc il faut être vigilant aussi au cadre réglementaire. Je pourrais aller plus loin si vous le souhaitez. Je m'arrête là. J'ai une dernière slide pour vous dire qu'on a fait témoigner des élus, des agents territoriaux, pour montrer que c'est possible, pour montrer qu'il y a différentes manières pour des collectivités et notamment les communes de s'impliquer, d'être force de proposition aussi dans les énergies renouvelables. Donc, je vous invite à lire, à plutôt visionner ces témoignages. Et je viens d'être au courant aujourd'hui que l'ADEME a sorti une publication qui s'appelle Demain, mon territoire, qui revient sur qui donne en tout cas les clés pour les municipales de comment mettre en place un programme municipal sur l'ensemble des sujets de transition énergétique et aussi agricole. Et il y a une fiche sur la transition énergétique. Je vais vous l'envoyer sur le chat pour que vous puissiez la voir. Merci. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation sur la production d'énergie verte et locale. Du coup, maintenant, Daniel va pouvoir nous parler de rénovation énergétique. Rénover le parc immobilier, par où commencer? Merci à toutes et à tous. Merci d'être encore là pour ce webinaire qui est sur un sujet quand même un peu complexe, même si il est très important. Et donc, plus on sera nombreux et nombreuses à se l'approprier et à diffuser les possibilités qui existent de réaliser cette transition énergétique dans les territoires, mieux ce sera et plus ça aura de chances d'arriver. Alors, je voulais commencer par vous donner rapidement alors, il y a deux leviers clés en gros au niveau général pour réussir, deux leviers très importants et en fait qui connaissent pas mal de retard, sur lesquels il faut vraiment accélérer. Donc, c'est pour ça que notamment
l'implication des autorités locales est très importante. C'est le bâtiment, tout ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments et tout ce qui va concerner le transport, que certainement fera l'objet d'un autre webinaire, ou l'a fait peut-être. Alors, je voulais vous montrer la photo, en gros, la photo instantanée à quelques années près, puisque en fait, c'est un état des lieux qui date de 2012. Mais depuis, on n'a pas eu de nouvelles études, 2012 ou 2015, en tout cas déjà il y a un certain temps, qui nous montre en gros c'est une photo en gros des performances énergétiques du parc immobilier en France, principalement en fait les logements. Donc il y a encore d'autres, il y a les bâtiments tertiaires et il y a les bâtiments publics qui n'ont pas un usage d'habitation, mais c'est le plus important puisque ce qui va croiser au maximum les impacts, les effets sur les personnes, sur les individus et les effets sur le climat, c'est dans les logements que ça se situe. Donc voilà, donc la partie qui nous concerne, elle est le plus à droite de cette visualisation, et on voit que c'est pas brillant, puisque juste pour remettre un peu les choses en place, dans l'idéal, d'ici une trentaine d'années, tous les logements qui sont actuellement dans les catégories un peu jaunes, là, voire rouges, devraient se retrouver dans la catégorie qui est la petite catégorie verte tout en haut, là où il y a marqué 2% AB. C'est dire l'étendue du travail. Et aujourd'hui, les rénovations des logements, elles ne sont pas faites à un rythme suffisant et elles ne sont pas faites dans des performances suffisantes pour qu'on puisse envisager réellement à moyen constant ou à implication constante, que ce soit des citoyens ou des citoyennes que vous êtes ou de vos futurs élus, d'y parvenir. Pourquoi c'est aussi important de traiter ce sujet? C'est parce qu'en fait, il va entraîner une situation qu'on appelle la précarité énergétique dans beaucoup de cas. Là, on voit, je vous ai mis quelques petits croisements qui sont encore issus d'une étude que vous pourrez d'ailleurs trouver sur le site de Rénovons. Sur rénovons.org, vous trouverez quand même pas mal de documentation sur tout ce qui concerne la rénovation énergétique, principalement des passoires, mais c'est un peu valable pour tout type de logement. Donc, les passoires étant les logements, je reviens un tout petit peu en arrière, F et G, qui sont tout en bas de l'échelle de performance énergétique et qui constituent, vous voyez, environ un tiers quand même du parc, c'est énorme. Et donc, c'est des logements qui vont occasionner beaucoup de déperdition d'énergie, donc des factures très importantes, et qui est la principale raison, on va dire, de la situation de précarité énergétique des individus en France. Et donc, en France, en 2016, on avait 12 millions de personnes qui étaient considérées en précarité énergétique, qui est principalement définie comme notion comme étant les difficultés pour un foyer à payer ses factures d'énergie, principalement pour le chauffage. Donc voilà, donc c'est la cause sur laquelle on va le plus insister, c'est la qualité et la performance énergétique des logements. Et on voit que les logements les moins performants sont aussi souvent, et très souvent en fait, occupés par les familles les plus modestes. Donc c'est un peu la double peine. Non seulement on n'a pas beaucoup d'argent pour payer ses factures, mais en plus on a des factures énormes. Et ce n'est pas une situation qui est sans solution, bien au contraire. En fait, on a aujourd'hui toutes les capacités et toutes les possibilités, si on le veut, si politiquement c'est décidé et si démocratiquement c'est soutenu, de rénover ces logements. De rénover les logements, ce n'est pas une tâche qui est inatteignable, même de manière très performante. Aujourd'hui, c'est faisable. Ce n'est pas du tout inatteignable technologiquement. Et ça a des effets extrêmement positifs. Donc, comme Justine le disait tout à l'heure, sur les énergies renouvelables et ses effets dans les territoires, là aussi, on a, pour vous donner en gros un certain nombre d'arguments que vous pouvez mettre en œuvre pour convaincre en fait les élus de passer à l'action. On verra rapidement comment tout à l'heure ce qui est de leur ressort et ce qu'ils peuvent faire. Vous avez une quantité en gros de bénéfices de la rénovation qui sont générés. Alors là, je vous ai mis un certain nombre de chiffres,
qui correspondent en fait à la rénovation des passoires énergétiques en France, mais on peut très facilement penser que donc cette diversité de résultats qui sont les conséquences positives ou les co-bénéfices de la rénovation énergétique, on les trouve au niveau national, on les trouve aussi au niveau local. Donc on a parlé des emplois, donc évidemment puisque la rénovation, le bâtiment génère beaucoup d'emplois. Donc on a parlé des économies sur les factures d'énergie. Là on a mis un chiffre qui est un chiffre plutôt bas, mais comme voilà, sans rentrer dans les détails, c'est parce que ça concerne les ménages en précarité énergétique qui habitent dans les passoires énergétiques et donc qui sont déjà sous-chauffés, qui sont largement sous-chauffés, ce qui va générer des troubles de santé importants aussi chez eux. Donc là, on le voit à côté, on a des effets qui sont à rechercher au maximum d'amélioration des conditions de vie des gens, et notamment du fait qu'ils soient moins touchés par des problèmes de santé lorsqu'ils vont habiter dans des logements qui vont être rénovés, en gros de meilleure qualité énergétique. Ça fait évidemment, sans revenir dans les détails, de grandes dépenses de baisse, donc là on est vraiment dans la sobriété, de baisse de consommation d'énergie, et ça fait évidemment dans les effets climatiques également aussi une grande baisse des émissions de CO2, alors notamment parce qu'en France on a encore énormément de chauffage au fioul et au gaz, même si nous avons, et tout le monde le sait, beaucoup de chauffage à l'électricité grâce ou à cause plutôt du nucléaire. Voilà, qu'est-ce que peut être une politique municipale de rénovation des logements et de lutte contre la précarité énergétique? Alors, les choses qui peuvent être mises en place sur le terrain, c'est un peu appuyer les outils structurels qu'il faut pour pouvoir détecter, accompagner, orienter les ménages et repérer, en gros, mettre en place tout ce qui est l'exhumation en fait, du gisement, si on peut dire ça comme ça, mais plutôt de bien connaître son territoire et bien connaître, en gros, l'état des lieux. Un peu comme on l'a vu tout à l'heure dans la première slide avec l'état des lieux en France. L'idée, c'est que chaque territoire concerné, chaque commune concernée pouvait bien savoir en gros quel était l'état de performance de ces logements, dans quel type de logement vivent les habitants de la commune et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux. Ce serait déjà quelque chose de très bien. Donc ça, c'est des choses à suggérer. Bien connaître son territoire sur ce point-là, sur ce plan-là. Il y a de plus en plus de ressources et d'outils qui permettent de le faire. On n'aura pas le temps de les citer tous, mais on pourra éventuellement les compléter ou voir dans les questions vers quel type de ressources on peut aller pour pouvoir faire cet état des lieux. Ensuite, il y a quelque chose de très important. Donc, les deux actions 1 et 2 sont des actions de repérage et d'accompagnement ou d'orientation. Par exemple, le service public de la performance énergétique de l'habitat ou de rénovation et d'accompagnement à la rénovation énergétique, il existe dans la loi, il existe peu dans les faits, parce qu'il dépend vraiment beaucoup du volontarisme des communes et de leur capacité à justement s'investir sur les questions. Donc plus ça sera suggéré par vous qu'ils s'investissent dans la question de mettre en place des structures de conseil et d'accompagnement vers la rénovation énergétique, plus elles auront tendance à le faire. Et elles ont un peu plus de raison de le faire aujourd'hui parce que l'effort financier qui leur est demandé est un peu amoindri par la mise en place de programmes d'accompagnement. Mais programmes d'accompagnement nationaux, notamment de certificats d'économie d'énergie, pas du tout à la hauteur de l'accompagnement national qu'on souhaitait, mais ça viendra peut-être dans un second temps. Et elles peuvent déjà utiliser ces aides donc pour mettre en place leur structure. La même chose avec le plan d'action contre la précarité énergétique, où on peut mettre en place des programmes de repérage et d'accompagnement du type de celui du SLIM qui est porté par Leclerc. Il en existe d'autres, mais celui-là, c'est le programme le plus abouti qui, pareil, ce sont des prérogatives qui sont encore… ça tient vraiment à l'action municipale ou départementale ou interdépartementale, mais en tout cas basée localement et qui permet de repérer et de donner des conseils avisés pour les ménages en précarité énergétique et souvent de les amener vers un programme de rénovation de leur logement. Ensuite, le troisième niveau, le dernier niveau, ce que vous pouvez proposer,
il est un peu dual. La première partie, elle concerne plus les communes qui ont des moyens, voilà, qui sont déjà en gros les plus riches. En gros, une fois qu'on a mis toutes les briques en place pour permettre d'accompagner les ménages vers la rénovation énergétique, on peut ajouter des aides financières supplémentaires pour pouvoir atteindre le niveau de rénovation en haute performance. Mais il faut vraiment avoir mis en place toutes les actions d'avant pour pouvoir que le financement soit efficace et ait un sens et puisse conduire à la performance. La bonne performance d'ailleurs, puisqu'il s'agit là de diviser les consommations parfois par 4, par 6, par 8. Donc il faut vraiment une intervention de qualité. Dans la deuxième option qu'on propose, elle est de faire parler du sujet localement, un peu sur le modèle de les arrêtés anti-pesticides qui ont été pris par quelques maires de communes rurales en Bretagne, avec toutes les raisons de le faire. Un certain nombre de choses peuvent être faites comme vous en avez déjà entendu parler. On a cherché à faire interdire à terme la location des passoires énergétiques parce qu'on pense que ce n'est pas normal, en gros, pour des propriétaires bailleurs qui, bien souvent, ont les moyens de rénover leurs biens, de faire habiter, en gros, les gens dans des passoires énergétiques. Et un bon moyen de parler politiquement du sujet serait de suggérer la prise de ce type d'arrêté afin d'augmenter, en gros, l'intérêt et la connaissance du sujet, de faire remonter cette demande du niveau local. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Merci à vous. Merci beaucoup, Daniel. Merci aussi à Charlotte, Eugénie et Justine. On va pouvoir désormais passer sur la partie questions. Alors, donc là, pour les questions, je vois que certains ont déjà bien compris comment ça marchait. Vous avez en bas de la fenêtre un petit bouton vous pouvez appuyer sur converser ou chat, je crois que pour certains ça peut être en anglais. Et donc c'est là que vous pouvez poser vos questions en précisant bien qu'il faut que ça s'adresse à tout le monde. Voilà, donc je vous invite d'ores et déjà à les envoyer. Alors, je vois déjà une première question qui a été envoyée en privé. Essayez d'envoyer dans la mesure du possible les questions à tout le monde. Donc, une question de Benoît. Comment distinguer dans la communication les citoyens qui soutiennent le pacte et qui sont sans doute très nombreux, proches d'1 million, et qui s'engagent à simplement donner leur mail, leur code postal, sans pour autant avoir le besoin de... Pardon, très long, c'est juste de... Sans pour autant avoir besoin de faire plus de ceux qui sont motivés pour faire du bénévolat. Alors, essayez de faire des questions plus courtes si vous voulez. Donc, je comprends que c'est une question assez générale sur le pacte. Peut-être qu'on pourrait commencer par les questions aux intervenants. Si vous avez des questions, on va commencer par les questions sur l'énergie. Et puis, dans un second temps, on pourra bien sûr faire des réponses aussi sur les questions génériques sur le pacte. Mais on commence par les questions plutôt sur l'énergie qui s'adressent aux intervenants. Donc, je vois une question de Rémi. Les centrales solaires villageoises sont-elles une bonne solution en partenariat avec les collectivités? Donc là, je pense que ça va s'adresser plutôt à Justine. Oui. Oui, un grand oui, bien sûr. Les centrales villageoises sont une solution à développer, puisqu'en fait, le principe même des centrales villageoises, c'est de pouvoir impliquer là où les collectivités avec le citoyen dans le développement de ce on peut appeler des grappes photovoltaïques. Et les centrales villageoises ont développé une boîte à outils très intéressante. On est en partenariat avec eux, donc vraiment, les centrales villageoises ont commencé justement en Rhône-Alpes, mais continuent à essaimer dans toutes les régions de France, et notamment dans le Grand Est ou en PACA. Donc, effectivement, c'est un modèle, en tout cas, c'est une démarche qui est intéressante, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer largement sur la partie photovoltaïque. Après, sur les centrales villageoises, en fait, il y a justement une implication des collectivités dans le projet, et vous allez voir que selon les communes, la commune ne va pas forcément vouloir s'impliquer dans le projet, mais elle va vouloir être facilitatrice. Donc voilà, donc là, cette démarche des centrales villageoises, elle permet vraiment d'impliquer les collectivités directement dans un projet. Donc,
voilà, vous pouvez vous appuyer dessus sans aucun souci. Ils ont un site internet qui est vraiment très bien fait. Voilà. Merci beaucoup, Justine. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui s'adressent donc prioritairement à nos 4 intervenants? Si oui, donc vous pouvez les poser sur le chat en écrivant à converser. Si vous souhaitez prendre la parole aussi pour témoigner de ce qui se passe dans votre commune sur l'énergie, s'il y a un retour particulier qui pourrait être bénéfique à tout le monde en lien avec l'énergie, vous pouvez aussi sélectionner lever la main. Et nous, à ce moment-là, on le voit et on peut vous donner la parole, vous permettre d'activer le son. Voilà, en attendant qu'il y ait d'autres questions, je vais répondre à la question de Benoît. Si je comprends bien, Benoît, ta question, c'était comment distinguer les personnes qui sont vraiment prêtes à s'engager dans un collectif par rapport aux personnes qui sont simplement en soutien, mais qui n'ont pas forcément de temps à consacrer au pacte. C'est effectivement quelque chose auquel on réfléchit. Là, on va sortir la semaine prochaine, on fait la première conférence de presse du pacte pour lancer les relations presse et espérer avoir pas mal de retombées. Et ce jour-là, nous publierons la tribune du pacte, qui est un texte d'appel qui est signé par les 60 organisations partenaires du pacte. Ce texte-là, vous pourrez vous le partager aussi, on vous l'enverra dès qu'il sera sorti. Et peut-être qu'on réfléchira à, du coup, sur la base de ce texte, le mettre en ligne sur notre site pour pour que des personnes puissent indiquer qu'elles soutiennent ce texte un peu sur le mode d'une pétition. Donc ça, c'est pas encore complètement décidé, mais en tout cas, on y réfléchit effectivement pour qu'on puisse avoir un groupe un peu plus large de soutien. Après, rien ne vous empêche, vous, localement aussi, si vous en avez l'énergie et si vous savez comment ça marche, de lancer une pétition locale sur la base du pacte. C'est tout à fait possible pour vous aussi gagner en légitimité. Il y a quelques conseils là-dessus dans le guide des collectifs locaux et puis on en avait parlé dans le webinaire de septembre qui portait sur les questions de communication locale. Donc vous pouvez aussi revenir sur ces supports-là pour creuser cette question. Alors, je vois une deuxième question de Pascal plutôt sur l'énergie. Alors, quelle source d'information sur la loi et exemple de projet réussi, s'il vous plaît? Pascal, est-ce que tu peux juste préciser, du coup, on a parlé de beaucoup de textes de loi différentes, comme il y a eu beaucoup de sujets abordés ce soir. Est-ce que tu peux préciser de quelle loi tu parles? Et pareil pour les projets, du coup, tu es plutôt sur les projets de centrales villageoises dont on vient de parler? Et sinon, pour un peu les thématiques des 3 intervenants, n'hésitez pas à consulter les fiches techniques qui accompagnent chaque mesure. Donc, c'était plutôt les mesures 3, 11 et 12, si vous connaissez aussi bien le numéro des chiffres des fiches que moi, où il y a en général plusieurs sources d'informations et des exemples sourcés, en général, d'exemples de communes qui sont engagées sur ce sujet. Effectivement, le réflexe fiche technique. Je sais pas si ça répond à ta question, Pascal. Pour les fiches, je vois. Ok. S'il n'y a pas... Moi, je peux répondre sur la partie énergie renouvelable. Sur la partie, quelle source d'information sur la loi? Alors, en accès public, il y a Amorce, le réseau Amorce, qui est un réseau principalement de collectivités, qui réalise une veille très importante sur les trois grandes thématiques, énergie, déchets et eau, qui sont donc vraiment spécifiques, législation qui concerne les collectivités territoriales. Donc, je vous invite à vous rapprocher d'Amorce et leur site est super bien fait. Voilà, nous aussi, on fait une veille, on travaille sur la partie législative, mais avec un axe spécifique énergie renouvelable citoyenne. Oui, c'est bien Amorce comme ça, ouais. Genre A-M-O-R-C-E. Merci. Sur les exemples de projets réussis, côté énergie renouvelable, alors on a sorti en 2017 un guide qui s'appelle le guide pratique
pour les collectivités territoriales. D'ailleurs, je ne l'ai même pas mentionné, je vais vous envoyer le lien. Il y a une version électronique. Et en fait, ce guide, il reprend les différents modes d'intervention des collectivités, depuis le rôle de facilitateur jusqu'à investisseur. Et on s'appuie sur des exemples. Donc, c'est des exemples concrets. Je vais vous envoyer le lien. Après, ça date de 2017. Depuis, on a de plus en plus d'exemples, en fait. Donc, je ne vais pas vous en parler maintenant. Je vais juste vous envoyer aussi un lien de la cartographie des projets d'énergie partagée. Et en fonction des filières, et en fonction aussi du niveau d'avancée des projets, par exemple, vous pouvez avoir tous les projets qui sont en production. Donc, ça y est, ils sont sortis de terre. Et vous pouvez ensuite cliquer sur tel ou tel projet et vous allez avoir des articles plus ou moins fournis sur des projets réussis. Voilà. Et si vous avez en tête une filière en particulier et un territoire en particulier, bah, tenez-moi au courant et je pourrais préciser voilà, les cas réussis qui pourraient vous intéresser le plus. Ok, bah ouais. Par rapport à ce que vous dites là, en clair, nous constatons que la municipalité connaît mal le sujet et est intéressée pour acquérir de l'info. Moi, je vous invite dans ces cas-là à lui transférer, par exemple, les vidéos là qu'on a fait sur les élus et des agents territoriaux. C'était l'intérêt, justement. Les élus parlent aux élus, c'est toujours mieux. Le guide, et puis, ouais, sur les projets, basez-vous sur le guide. Dans ces cas-là, c'est le plus facile, quoi. Et puis de là où vous êtes, bah, dites-moi de quelle région, enfin, où vous êtes, et puis on pourra préciser les choses si vous le souhaitez. Et des territoires à énergie positive. Je vais vous mettre le lien de notre site sur lequel vous avez une carte avec tous les membres du réseau et notamment vous pouvez les classer par soit acteurs plutôt porteurs de projets, donc entreprises ou associations, ou collectivités ou syndicats d'énergie par exemple. Donc ça donne un premier aperçu. Donc on est surtout sur des territoires ruraux plus que pour atteindre cette ambition territoire à énergie positive, il faut avoir des ressources d'énergie renouvelable et on l'a bien vu que ces ressources, elles sont plutôt dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains qui sont très consommateurs d'énergie. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter si vous voulez avoir des infos régulières. Alors, on va être moins dans du décryptage de la loi, mais plutôt dans des émulations autour des retours d'expérience. Donc, ça donne une idée de ce qui peut être fait, les outils, des idées d'argumentaire aussi pour aller vers des territoires à énergie positive. Donc, n'hésitez pas. Et puis, il y a une adresse mail aussi si vous avez des questions à nous contacter. Et donc, moi, je vais juste rajouter quelque chose. Donc, pour Enercop, c'est vrai qu'on va également vous envoyer plusieurs liens pour information. D'une part, pour compléter sur ce que disait Justine par rapport au texte de loi dont on a fait référence, notamment la loi énergie-climat. Un article est disponible sur le site qui reprend les grands principes qui sont contenus dans cette loi, qui vient donc effectivement, comme l'a dit Justine, également d'être promulguée la semaine dernière. Ensuite également, parce que je suis quand même passée très rapidement sur des sujets assez complexes, notamment les offres vertes, alors que c'est réellement pour utiliser une expression un peu triviale, c'est vraiment le nerf de la guerre, on va dire, pour l'énergie verte. Donc en fait, on vous enverra aussi un lien vers notre site qui explique un peu plus longuement en fait la différence entre les différentes offres vertes. Pour permettre d'y voir un peu plus clair et de dire ça à tête reposée. Voilà. Et si des collectifs locaux veulent travailler sur l'énergie verte, est-ce qu'ils peuvent contacter des groupes locaux Enercop
Oui, alors c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'expliquer aussi la structure d'Enercop. En fait, donc Enercop est structuré. Il y a Enercop à Paris qui est le fournisseur d'énergie, enfin d'électricité. Après, il y a aussi des Enercop locales, donc des entités, donc des Enercop qui couvrent presque, enfin, la totalité du territoire, hormis l'Alsace, la Lorraine ainsi que la Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire. Sinon, pour toutes les autres régions, donc il y a une Enercop locale que vous pouvez contacter en fonction de votre localité. À mon tour d'ajouter quelques ressources en fonction de votre intérêt pour un sujet ou un autre, soit plus la rénovation énergétique, soit plus la précarité énergétique. Alors tout d'abord, effectivement, vous allez avoir, et on va participer à ça, l'occasion d'avoir accès à de plus en plus d'exemples illustrés, de remontées de bonnes pratiques, de précision dans les actions qui peuvent être menées, qui vont être faites soit par Leclerc, soit par Rénovons, soit par tout un tas d'autres. Donc, comme l'a annoncé Justine, l'ADEME publie aussi son guide. Dans les ressources TEPOS, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver déjà. En ce qui concerne les ressources qui sont plus précises sur la précarité énergétique, on a aussi le site du réseau Rappel qui figure dans la fameuse fiche technique numéro 11 sur la rénovation 12, pardon, sur la rénovation énergétique performante des logements, où là sont listées une quantité. Sur le site Rappel, on a, c'est un peu le site de référence sur tout ce qui concerne les actions qui peuvent être menées sur la précarité énergétique, et notamment au niveau local, puisque c'est beaucoup d'actions. C'est un réseau de plus de 1000 acteurs qui ont des expériences locales. Sur tout ce qui concerne, pour ce qui est plus de la rénovation énergétique, quand on n'est pas dans un cas de précarité, oui, une autre source importante sur la précarité énergétique, c'est toujours les associations de solidarité locale. Donc, on a qui sont de plus en plus sensibles à la question, et notamment le Secours catholique et la Fondation Abbé Pierre. Ensuite, il y a aussi toutes les structures d'aide aux locataires, et notamment les ADIL, qui sont présentes sur le territoire. Et pour tout ce qui est la partie qui concerne plus la rénovation énergétique, on a le portail national du réseau FER, où là, on va trouver notamment toutes les coordonnées des structures existantes, des conseillers, des espaces info-énergie, des plateformes territoriales de la rénovation, qui vont pouvoir vous renseigner donc, directement, parce que leur mission est plutôt d'accompagner des ménages, mais c'est tout à fait possible d'avoir des interactions avec leurs responsables pour avoir un peu les modèles à repiquer, on va dire, dans les territoires, dans vos territoires. Voilà, c'est essentiellement ce que je voulais ajouter sur les ressources immédiates. Il y a aussi, évidemment, on s'en fera l'écho, toutes les ressources sur la rénovation énergétique performante que vous pouvez trouver sur le site de Doremi. Doremi, qui est un programme qui dépend de l'Institut Négawatt et qui a aussi aggloméré un grand nombre de ressources, notamment sur la rénovation énergétique performante. Merci à tous pour ces réponses. Alors, je me permets de continuer parce que il y a le CERD, qui est un centre sur le développement durable en Hauts-de-France, qui a lancé un MOOC qui va vous intéresser, qui s'appelle « Mon village, ma ville en transition ». C'est 43 intervenants sur les sujets de transition énergétique, d'alimentation durable, etc., qui donnent la parole à des communes, des initiatives citoyennes en Hauts-de-France, mais je pense que ça peut être aussi intéressant pour les autres régions de France. Voilà, c'est un MOOC qui vient de commencer et qui prépare justement les municipales et la formation des élus et des futurs élus, quoi. Donc, je vous l'envoie aussi sur le chat. Ah bah non, c'est bon. Je crois qu'il y a Charlotte qui l'a déjà fait. Nickel. Super complémentaire. Du coup, si il y en a d'autres à rajouter, il reste 10 minutes, donc
n'hésitez pas à poser vos questions donc, sur les questions d'énergie. Et puis, si vous avez des retours à faire, des questions sur le reste du pacte, on pourra essayer de les prendre. Wiza a parlé d'un autre MOOC sur le municipalisme qui est en effet très intéressant. Le lien est dans le chat, donc on vous conseille également, on l'a déjà partagé, d'aller le voir. Sinon, j'avais une autre question pour tous les intervenants qui était si j'habite dans une toute petite commune, pas de problème, Wiza. Si j'habite dans une toute petite commune, comment est-ce que qu'est-ce que je demande à mon maire par où commencer pour remettre en place toutes ces mesures sur l'énergie? C'est une perche tendue à Charlotte. Charlotte? Allez, je régis. Comme je dis, par où commencer? Il faut voir un peu quelles sont nos consommations d'énergie sur notre territoire. Donc, soit on se limite au patrimoine public, et c'est les démarches qui ont été présentées tout à l'heure plutôt par Eugénie sur comment je réduis mes factures, est-ce que je peux faire appel à de l'ingénierie, etc. Donc ça, c'est vraiment le patrimoine de la collectivité. Maintenant, dans une vision plus territoriale, on peut soit on se lance dans des études un peu plus poussées pour de diagnostic d'état des lieux, des consommations d'énergie et de gisements d'énergie renouvelable. Mais ça, pour une toute petite commune, ça me semble un peu prématuré. Soit l'exemple que je donnais tout à l'heure de la démarche destination TEPOS. Alors, on peut être accompagné, il y a des bureaux d'études qui peuvent accompagner les territoires où on peut se former directement. Et ça, c'est une méthode un peu simplifiée qui fait à la fois le diagnostic, mais avec des ordres de grandeur. Il ne s'agit pas forcément d'aller dans la dentelle. Hein. L'important, c'est de comprendre où sont les leviers d'action les plus efficaces pour réduire nos consommations et produire des énergies renouvelables. Et ensuite, on peut se tourner vers des réseaux, on peut aller faire des visites, surtout, aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, par où ça a commencé, etc. Donc, dans chaque région, il y a des visites qui sont possibles. Il y a des territoires pionniers qui proposent des visites. Les plus connus sont par exemple Loos-en-Gohelle dans le Pas-de-Calais, le Mené. Enfin, il y a plein de collectivités. Ça fait partie de nos projets de voir, de donner une cartographie comme ça des possibilités de visites qui sera possible de faire quand on se lance sur ces thématiques énergétiques. Super, merci. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, est-ce que tu avais comme tu voulais expliquer, est-ce que c'est possible pour une toute petite commune d'agir sur les passoires énergétiques? C'est presque plus facile pour une toute petite commune dans le sens où le diagnostic sera plus rapide puisqu'il y a moins de bâtiments, tout simplement. Il y a moins d'habitants. Par contre, ce sera de toute façon difficile de le faire comme ça au doigt mouillé sans mettre en place des instruments d'accompagnement permanent ou au long terme. Et notamment ou de signaler en tout cas son besoin à la structure d'accompagnement la plus proche, que ce soit un bureau d'études, que ce soit un espace info-énergie qui soit en capacité d'accompagner la commune, cette petite commune, dans son questionnement et le faire émerger les bonnes réponses ou les réponses qui sont immédiatement accessibles. Parce qu'il y a des solutions qui sont accessibles pour ces petites communes, ne serait-ce que par accompagner à la prise en main des dispositifs existants. Mais dans tous les cas, si les familles sont isolées ou pas forcément dans les meilleures conditions pour faire s'approprier cet espace, cette somme colossale d'informations techniques, financières, et d'être accompagné dans l'incertitude que génèrent aussi souvent les travaux de rénovation énergétique, s'il n'y a pas une forme
de solidarité qui se crée, qui a une valeur en réalité. Et cette valeur de l'accompagnement, elle va pouvoir permettre de faire se saisir des solutions des familles ou des ménages qui ne l'auraient pas fait s'il n'y avait pas eu cette démarche collective. Donc, au niveau local, ça, c'est sans avoir de moyens supplémentaires ou d'aide notamment à mettre, de faire de la mise en contact, de créer du lien, des réunions d'information autour de ces questions, ça va déjà générer, mettre les familles et les collectifs dans des situations de confiance beaucoup plus importantes que si elles étaient isolées. Ok. Il y a, juste pour compléter ce que j'ai dit, il y a aussi un réflexe à avoir, c'est de se tourner vers d'autres acteurs, d'autres échelons. Une petite commune, elle peut se tourner vers le syndicat d'énergie, elle peut se tourner vers l'intercommunalité qui est bien souvent à la compétence du plan climat. Elle peut se tourner vers la région qui a des dispositifs d'accompagnement, l'ADEME aussi. Donc en fait, il existe plein de dispositifs et de possibilités d'être accompagné. Donc il faut se tourner vers ces acteurs qui sont là pour aider les collectivités. Super. Je ne sais pas lequel d'entre vous répondra le mieux à la question de Pascal sur avez-vous un support pédagogique simple sur les actions pour réduire les consommations d'énergie. Donc, je ne sais pas si c'est plutôt au niveau individuel pour partager pour les logements ou alors c'est plus pour toi, pour les communes. Nous, on a ça dans la boîte à outils, mais du clair. Du clair. Aujourd'hui, du clair. C'est historiquement ces actions de sobriété individuelle ou familiale, elles ont été menées historiquement depuis plusieurs années à travers le programme qu'on appelle Famille à énergie positive, qui va en fait rassembler beaucoup de gestes individuels ou familiales sur les consommations énergétiques, mais aussi la réduction des déchets, sur pas mal d'aspects de la vie quotidienne. Donc, il y a toutes ces références-là à avoir en tête qui sont facilement trouvables. Défi famille à énergie positive, aujourd'hui, défi déclic, qu'on peut trouver au niveau, en tout cas, de l'action individuelle. Et après, il y a encore une fois, on va renvoyer à l'ADEME, qui est tout un guide de bonnes pratiques individuelles qui est assez facilement trouvable. Ça, c'est presque le plus facile à trouver, en fait, en termes de ressources. Ok. Et du coup, je ne sais pas si Pascal, c'était ta question, mais sur du coup les réductions de consommation, je refais la navette. Oui, alors Enercop propose aussi un dispositif à destination des clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, donc aussi les collectivités, qui s'appelle Dr Watt. Et qui est un dispositif personnalisé d'accompagnement pour effectuer un diagnostic des consommations, puis un accompagnement dans la réduction de la consommation. Super. Alors, j'essaie de remonter dans les questions. Je relance une vieille demande sur une ressource, un outil pour organiser un vote citoyen afin de prioriser les mesures. Alors, c'est une question plus sur le pacte. Je dirais qu'il faut regarder le webinaire où on en avait parlé parce que je ne pense pas avoir plus de réponses. Et sinon, consulter le guide des collectifs locaux, mais également reposer cette question peut-être sur le compte Facebook des collectifs locaux qu'on a lancé, où d'autres personnes auront peut-être des partages d'expériences et des conseils sur comment est-ce qu'ils l'ont fait dans leur commune. Alors, comment accéder au PCAET de la commune, ville de 30 000 habitants? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Charlotte. Alors, pour accéder au PCAET, si on ne le trouve pas, c'est que l'intercommunalité ne fait pas bien son travail de communiquer autour du plan climat et normalement, il y a tout un temps de participation avec le grand public. Donc, soit c'est que la collectivité ne s'est pas encore lancée, soit ça me paraît étonnant qu'on ne puisse pas accéder au contenu du PCAET. Normalement, il y a au moins des réunions publiques et il y a un temps d'enquête publique, de consultation du public au moment de l'arrêt du projet du PCAET. Donc, il y a forcément un temps de partage avec le public. Donc,
La seule réponse, c'est baladez-vous sur le site web de la communauté de communes et sinon, prenez contact directement avec la collectivité. Du coup, pour répéter ce que tu avais dit, je pense le PCAET, c'est bien le plan de... Air, énergie territoriale. Voilà. Alors, Alain, nous avons une action en cours de vote des citoyens lancée en juin. Ah, donc du coup, j'imagine pour répondre à la question sur l'outil, que vous finaliserez fin novembre. Donc, donne-nous des informations, partage ça soit forcément dans le chat, soit sur le groupe Facebook des collectifs locaux ou encore par mail. Ça nous intéresse. Louisa, comment faire en sorte que les actions menées par la commune puissent voir le jour, en sachant que la Comcom et la région ne sont pas du même bord politique et en sachant que pas mal de compétences sont interconnectées. Donc j'imagine que tous les intervenants seront d'accord sur le fait que des fois les compétences sont interconnectées. Je pense qu'une première réponse est de s'informer au niveau de son territoire sur de qui dépend chaque compétence. Mais si vous voulez compléter. Ouais, moi je veux bien, c'est pas du tout une question bête, c'est un enjeu très important, Lisa. Alors c'est moins, bon, il y a la partie couleur politique, mais c'est moins ça. Effectivement, il faut vraiment se renseigner sur quels sont les objectifs que se donne la région, l'interco, et il y a le RAC, le réseau Action Climat, qui a fait une très bonne publication sur les compétences des collectivités sur la partie énergie-climat qui clarifie dans le cadre de la loi NOTRe, qui est la loi qui a révisé un peu les prérogatives des différentes échelles des collectivités. La région et le chef